Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Rafael Nadal est convoqué en Coupe Davis. On va évidemment en parler aujourd'hui. Est-ce que le calendrier est trop chargé d'après Alexander Zverev? Oui, on va aussi en parler. Et puis, bien évidemment, les deux ATP 500. Les tableaux sont sortis. On va se faire un petit débrief de l'actualité. Alors, ne bouge pas, ça commence tout de suite. Évidemment, l'info la plus importante vient de sortir. Rafael Nadal est convoqué pour la Coupe Davis en novembre prochain. Il n'a pas joué depuis les Jeux Olympiques. Beaucoup d'interrogations. Il n'est pas venu à la Laver Cup. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? On peut se poser des questions. Est-ce que, pourquoi pas, ça pourrait être une fin idéale? Finir à la Coupe Davis avec un titre, on va en reparler après, on va regarder le tableau plus en détail. Est-ce que c'est juste pour participer à une compétition et s'offrir peut-être un dernier titre, un dernier beau titre, mais ensuite faire une tournée d'adieu sur la saison 2025? Est-ce que déjà vous vous rappelez un petit peu l'histoire de Rafael Nadal en Coupe Davis? Est-ce que vous vous rappelez de combien de défaites l'Espagnol a pu subir dans cette compétition? Il n'y en a pas beaucoup, je vous spoil, il y en a seulement une petite, et c'était lors de son premier match. C'était en 2004 contre Jiří Novák, qui est le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal en Coupe Davis. C'est quand même absolument fou. Pour la nouvelle génération, évidemment, on a du mal un peu avec Jiří Novák puisque c'était de 93 à 2007. On va replonger un petit peu dans l'histoire très rapidement de Rafael Nadal en Coupe Davis. C'est 5 titres en 2004, en 2008, en 2009, 2011 et 2019. Donc c'est assez conséquent, je pense, comme ça de tête, que c'est lui qui a le plus beau palmarès dans cette compétition. Il a aussi des stats totalement folles avec 29 matchs, 24 victoires en simple, du coup pour une seule défaite évidemment en simple, puisqu'en double il y en a quand même 4, mais il faut se rappeler que c'était donc en 2004, on l'a dit, c'était lors de son premier match. C'était à l'époque, on se rappelle, des matchs en 3-7 gagnants. Ça d'ailleurs, ça me manque énormément dans cette compétition, et c'était surtout sur moquette. C'était sur moquette, et on voit que, mine de rien, déjà à l'époque, Rafael Nadal avait un caractère de champion, puisqu'après avoir perdu son premier match en Coupe Davis, il a perdu également le double, mais il a dû jouer le match décisif face à déjà un très bon Stepanek à l'époque, qui l'a remporté. Et à partir de là, il n'aura plus jamais perdu un match en Coupe Davis. Alors maintenant, on va faire un petit point sur les équipes actuelles pour la phase finale qui va se dérouler du 19 au 24 novembre. On voit d'ailleurs le super support de Univers Tennis qui fait un super boulot. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, donc je me permets de prendre leur support qui est vraiment parfait. Il y a les drapeaux, il y a les joueurs juste en dessous, c'est très clair, et ça va me permettre un petit peu de vous présenter les équipes. On voit l'équipe d'Espagne qui est hyper compétitive avec Alcaraz, Nadal forcément, mais derrière on a des soldats, et on a forcément Granollers, il me semble, qui est numéro 1 ou 2 mondial en double. Donc l'équipe clairement taillée pour aller au bout, mais on va voir qu'il y a quand même de la concurrence. Moi j'aime beaucoup aussi l'équipe d'Australie et l'équipe des États-Unis qui est juste ici, avec 3 joueurs de simple très très bons et une équipe de double qu'on ne présente plus, qui a fait finale aux Jeux Olympiques. Donc voilà, à partir de là on a aussi l'Italie avec Yannick Sinner qui est convoqué, et surtout ce qu'on peut noter, c'est les absences d'Alexander Zverev et d'Alex de Minaur. Alors Alex de Minaur, je pense que sa saison est terminée, hein. On sait qu'il a une blessure depuis Wimbledon, c'est très compliqué, il avait essayé de jouer un peu, mais c'est compliqué, je pense qu'il va se reposer. Par contre, l'absence d'Alexander Zverev, elle m'interroge, parce que évidemment que lui, on va le voir juste après, il dit que le calendrier est trop chargé, mais là on a quand même une phase finale de Coupe Davis. Alors c'est plus la même Coupe Davis qu'avant, mais quand même ça reste une grande compétition par équipe. On voit que tous les grands joueurs de chaque pays sont là, on voit que Sinner est là, on voit qu'Alcaraz est là, donc j'ai un peu du mal à comprendre son absence. Il faudra peut-être que je cherche. Pour l'instant, j'ai rien trouvé sur son absence, donc on verra. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je vais vous lire. Et puis maintenant, le tableau. On voit que donc le 19-21 on a les quarts, on a ensuite les demi, on a ensuite la finale, donc ça sera sur une petite semaine. L'histoire, on va pas se mentir, ce qu'on rêve, c'est évidemment d'avoir Italie-Espagne, sauf s'il y a des gens qui sont pour d'autres équipes, mais pour les amateurs du tennis, on a évidemment envie de voir en finale de Coupe Davis le Alcaraz-Sinner, pourquoi pas même un double avec Alcaraz-Nadal contre une paire italienne pour un match décisif. En tout cas voilà, c'est vraiment
le tableau pour l'instant là qui est comme ça, et on peut pas s'empêcher de penser que si l'Espagne va au bout, on en parlait au début de la vidéo, ce soit une fin idéale peut-être pour Rafael Nadal, peut-être que finir chez lui, on rappelle que c'est en Espagne, la Coupe Davis, il va y avoir une ambiance de fou avec Rafael Nadal à la maison. Est-ce que ce serait pas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour lui de tirer sa révérence? Je pose la question parce que moi j'adore Rafael Nadal, évidemment que j'aimerais le voir faire une année 2025, mais dans quel état, dans quelle forme? Après, ça serait important, je pense, mon avis personnel, qu'il fasse une année quand même d'adieu entre guillemets à tous les tournois qui lui sont chers, mais en termes de sportif pur, est-ce que ce serait pas beau potentiellement, on est avec beaucoup de si, de finir sur une victoire en Coupe Davis avec Rafael Nadal, avec les copains, avec tout un public à qui a sa cause? Voilà, je pose la question. En tout cas, quand je vois le parcours potentiel, je me dis que pour aller en finale, c'est quand même assez facile. Évidemment, il n'y a pas Zverev avec l'Allemagne. Les autres pays, ça semble quand même assez largement en dessous. Donc déjà, on peut se projeter sur une finale potentielle. Après, ce serait quand même un autre morceau parce que les 4 équipes en haut, mis à part l'Argentine qui est un peu en dessous perso, je trouve, je trouve quand même que l'Espagne doit en tout cas viser le titre, viser au minima la finale. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Nadal finit à la Coupe Davis? Est-ce une option ou est-ce pas du tout une option? C'est juste une compétition de plus. J'attends votre avis. Bref, Alexander Zverev est absent et lui, durant la Laver Cup, il nous a dit qu'on a la saison la plus longue du sport. Nous avons un nombre inutile de tournois et je pense que nous n'avons pas besoin de jouer à partir du 27 décembre, donc date de reprise du circuit, jusqu'au 20 novembre, donc quasiment 11 mois de compétition. Il n'y a pas de temps pour se reposer. C'est un sujet évidemment très important. Hier, on en a parlé un petit peu dans la vidéo de la Laver Cup que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis ensuite, j'en ai parlé avec des amis. Et c'est vrai qu'hier, je ne l'ai pas précisé. Mais évidemment que le bon moment, en tout cas pour moi, pour mettre les exhibitions, c'est sur cette période de vacances. Comme ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps libre. C'est-à-dire qu'en fait, là, si la pause, c'est du 20 novembre au 27 décembre, à ce moment-là, vous pouvez faire autant d'exhibitions que vous voulez. Mais ce que j'ai un peu de mal avec les exhibitions, même si j'adore la Laver Cup, c'est de l'avoir en plein milieu du calendrier en même temps que d'autres tournois. Alors oui, Alexander Zverev ne serait pas allé faire les 250 en Chine, mais quand même, ça lui permet de ne pas se préparer au mieux pour les ATP 500 qui arrivent cette semaine et le Master 1000 de Shanghai. En tout cas, on va revoir un point sur les règles de l'ATP, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces règles-là, et c'est toujours important de faire un rappel, parce qu'on dit toujours, oui, si tu fais trop de matchs, Zverev, t'es pas obligé. Et bien malheureusement, si, il est obligé, puisqu'on va le lire ensemble, selon les règles de l'ATP, les 30 meilleurs joueurs du monde, en début d'année, ont l'obligation de disputer 18 tournois au cours de la saison, les 4 grands chelems, évidemment, 8 des 9 Master 1000, donc il n'y a que Monte Carlo qui ne rentre pas dans cette règle, au moins 4 ATP 500, dont 1 après l'US Open, donc on a Tokyo ou Pékin, et après on aura soit Bâle ou soit Vienne, donc un des 4 au moins, et ensuite ils sont obligés de faire 2 ATP 250. Donc voilà les règles, on ne peut pas non plus sélectionner à tort et à travers le calendrier, on est obligé de respecter des règles, sinon on se prend des sanctions. Alors on va le lire aussi ensemble pendant 30 secondes. S'ils sèchent un de ces tournois, joueurs et joueuses sont pénalisés au classement et reçoivent des amendes plus ou moins importantes selon la valeur du tournoi et de leur ranking. Elles sont très conséquentes, a assuré l'ancien joueur Andy Roddick. Des amendes qui se multiplient puisqu'au-delà de leur simple obligation de jouer, les joueurs doivent aussi participer à des événements et des conférences de presse organisées par les tournois en question. Chaque absence est un chèque supplémentaire à signer, donc c'est toujours une question d'argent. Les éventuels bonus de fin de saison leur sont également retirés. Donc on voit que ce n'est pas si simple, évidemment. À partir de là, on peut que donner raison à ce genre de joueur qui râle à raison. Après, c'est un choix. Encore une fois, on va dire, oui, mais Alexander Zverev, t'es pas obligé d'aller faire les exhibes. Carlos Alcaraz, t'es pas obligé d'aller faire les exhibes. Et évidemment, je suis un petit peu d'accord avec ça et en même temps, un petit peu en désaccord puisque je pense que sur leur temps libre,
bah, c'est un petit peu comme nous, on a un métier, et si à côté de notre métier on nous propose quelque chose en plus, et ben on va l'accepter parce qu'on a envie de le faire, parce qu'il y a une somme d'argent à aller gagner, parce que voilà, c'est comme ça en fait. Eux, sur leur temps libre, ils ont le droit d'aller faire ça, et ça ne veut pas dire que leur emploi principal, que le circuit, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Je pense qu'évidemment ils sont pas obligés de le faire, mais pourquoi ils ne le feraient pas? Peut-être que le problème est plus profond que ça. Le problème vient peut-être du calendrier de base de l'ATP. Alors oui, on pourra toujours décaler les exhibitions à un autre moment, mais pourquoi vouloir interdire aux joueurs sur leur temps libre de faire quelque chose? Bah finalement, avec un peu de réflexion, je pense qu'ils ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur temps libre. On regarde maintenant du coup le nombre de matchs des joueurs. En tout cas, j'ai pris 3 joueurs, vous allez voir. Alexander Zverev, pour l'instant, il a fait 57 victoires, 18 défaites cette saison, ce qui nous donne 75 matchs. Et on voit que lui, il a fait énormément de tournois. Par exemple, Munich, Los Cabos, alors c'est les 250 évidemment, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de tournois. Si on compare à Yannick Sinner qui est en 55-5, lui, il n'a fait déjà que des quarts de finale cette année, ce qui est complètement fou. Il n'a fait aucune contre-performance. Enfin, franchement, sa saison, elle est exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on est sur 60 matchs, mais parce qu'il gagne beaucoup. Au final, il a quand même fait moins de tournois. La saison est encore longue, hein. Il a quand même fait beaucoup moins de tournois qu'Alexander Zverev. Et on a un Carlos Alcaraz qui a beaucoup été blessé, mais qui est quand même en 43-9. Lui qui, pareil, peut perdre au premier tour, comme peut gagner 2 grands chelems et un Master 1000. Enfin, c'est assez marrant de voir la saison. Ici, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais au final, on a quand même 2 grands chelems. Ici, on a un Sinner qui est très compact, qui fait la meilleure saison du circuit, très clairement, qui fait pas en dessous de quart de finale. Et là, on a Alexander Zverev où ça part dans tous les sens aussi. Donc voilà, quelles doivent être les priorités des joueurs comme ça? Évidemment, ils doivent se concentrer et s'inspirer d'un Yannick Sinner sur le calendrier. Parce qu'aujourd'hui, Alexander Zverev, j'ai beau être d'accord avec lui sur certaines choses, tu peux faire mieux dans l'organisation de ton calendrier pour optimiser. Tu dois arriver en forme pour les grands chelems, c'est son objectif. Et là, on le voit bien que ça part dans tous les sens. Moi, en l'occurrence, la tournée Los Cabos, Acapulco, où il fait premier tour et demi-finale, c'est pour moi déjà un échec, clairement, parce que si tu décides d'aller sur cette tournée, tu dois au moins prendre un titre, c'est même pas le cas. Donc voilà, c'est une grosse déception et il fallait absolument en parler. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va se pencher sur les tableaux de Tokyo et Pékin. On commence avec Tokyo. Franchement, les ATP 500, c'est du miel, vraiment, c'est incroyable. On a un tableau mais qui est tellement compact, avec tellement de belles affiches dès le premier tour. Et encore là, on est à Tokyo. Après, on va regarder Pékin où ça va être incroyable. Moi, j'ai envie de voir déjà cette affiche. Le petit Silic Nishikori, qui est le remake de la finale de l'US Open il y a 10 ans en arrière. Franchement, c'est fou en fait. C'est incroyable de voir ces joueurs-là encore aujourd'hui. On a des joueurs que j'ai très envie de voir parce que mon favori, je vais me projeter, c'est Tsitsipas. Voilà, j'ai adoré son match face à Kokinakis à la Lever Cup. Je pense qu'il peut clairement aller au bout de ce tournoi. Le tableau est relevé, mais il est quand même beaucoup moins relevé qu'à Pékin, on va le voir après. On a Arthur Fils qui tombe au premier tour contre la tête de série numéro 1, contre Tyler Fritz, pas évident. Et puis après, on a plein de très bons joueurs. On a Jack Draper, on a Holger Rune qui est un petit peu en délicatesse avec son jeu et sa confiance, qui va jouer Tabilo, qui revient de la Lever Cup. Est-ce que ce serait pas un bon tirage? Je me pose la question. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme tableau. On enchaîne avec Pékin. Et là, Pékin, c'est incroyable. On a Sinner d'un côté, Alcaraz de l'autre. Premier tour contre notre Français Mpetshi Perika. On a Musetti au milieu de tout ça. Ensuite, on a des Roublev. Bref, c'est un tableau incroyable. Il y a évidemment cette affiche, le Monfils Medvedev qui est juste ici. Le tableau, il est fou et c'est sur une semaine. C'est-à-dire que chaque jour, on aura des matchs de très grande qualité. Et ça, c'est quand même, pour un fan de tennis, les ATP 500 aujourd'hui, les meilleurs moments de l'année. Et pourquoi ce tableau, il me plaît? Parce qu'on a Alcaraz et Sinner d'un côté. Et que forcément, aujourd'hui, c'est le match qu'on veut voir. C'est l'affiche qu'on a envie d'avoir. Et ils se sont joués que 9 fois. Et on l'avait dit dans une précédente vidéo lors de l'US Open, on a besoin d'avoir des matchs Sinner-Alcaraz. On a besoin pour le grand public, pour les fans, pour la petite niche, mais on a besoin même pour eux qu'ils s'affrontent, qu'on puisse avoir un petit peu des références. Aujourd'hui, ils s'affrontent trop peu et là, on a une chance de les avoir en finale d'un tournoi. Alors j'espère vraiment qu'on va les retrouver en finale du tournoi.
On arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu peux mettre ton meilleur pouce. Ça m'aide à développer la chaîne. Un petit commentaire si tu as une question ou si juste la vidéo t'a plu. Et puis nous, on va se retrouver cette semaine très vite parce que les 2 tournois me hype énormément. On va l'analyser, on va en parler, on va développer. Alors je te dis à très vite.